C'est nouveau, ça m'intéresse. Léa Moscona. Ce matin, dans C'est nouveau, ça m'intéresse, nous parlons de chirurgie esthétique. Nous faisons le point sur la chirurgie esthétique. Mais au fait, qui sont les praticiens? À qui est-ce que la chirurgie est-elle destinée? Que peut-on attendre de ces interventions? Et quelles sont surtout les questions à se poser avant de pratiquer une opération chirurgicale dans le domaine de l'esthétique? J'ai le grand plaisir de recevoir le docteur Vladimir Mitz. Bonjour, docteur. Bonjour, Léa. Alors, docteur, vous êtes chirurgien esthétique à Paris et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages où vous faites le point, vous réfléchissez justement sur l'intérêt de la chirurgie esthétique et vous êtes chirurgien plasticien et reconstructeur. On va parler de votre parcours peut-être dans un premier temps, docteur, et ensuite on essaiera de s'intéresser à toutes celles et ceux qui se posent éternellement la même question: dois-je passer à l'acte ou pas? Et on verra quelles sont les questions qu'il faut se poser absolument. Alors, votre parcours, vous êtes devenu chirurgien esthétique pour quelle raison? D'où vient votre vocation? Elle vient du fait que j'ai commencé par de la neurochirurgie, dans la chirurgie du cerveau, mais on a peu de contact avec ces patients, surtout les jeunes, on a mal au cœur parce qu'ils sont souvent dans le coma. Et j'avais envie de communication, d'être heureux avec mes patients. Et la chirurgie esthétique est une chirurgie qui rend les gens heureux, la plupart du temps. Il y a bien sûr quelques ratés, mais ils sont quand même très rares. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit un livre qui s'appelle La chirurgie esthétique pour ou contre aux éditions Flammarion, qui est sorti en février 2018. C'est un livre où je fais aussi un peu le point sur mon itinéraire pour surtout expliquer que la chirurgie esthétique, elle a un côté réparateur. En ces temps difficiles où on vit les grèves, les problèmes de la retraite, en fait, il y a un élément qui apparaît, c'est qu'on va tous vivre beaucoup plus vieux. Moi, et puis bien sûr, tous les gens que j'opère ou que je vois, et puis tous les jeunes qui vont grandir en âge, et la conservation d'une bonne allure, d'un bon aspect au niveau de son corps est devenu quelque chose qui est prioritaire dans la société. Alors même si les temps sont durs, on vit pour sa retraite, mais quelque part, la retraite, elle passe aussi par son apparence et de la conserver aussi juvénile, aussi belle, aussi dynamique que possible. Pourquoi dit-on que c'est réparateur, la chirurgie esthétique? Est-ce qu'il y a une chirurgie esthétique qui n'est pas réparatrice? Pour le pouvoir public, la chirurgie esthétique, et pour beaucoup de gens, c'est une chirurgie de confort, c'est un luxe. On le fait parce que on a envie de se faire une gâterie, si j'ose dire. Mais en réalité, cela recouvre au niveau psychologique une faille dans la personnalité, et la chirurgie esthétique, elle répare des complexes. Et réparer un complexe, cela peut être vital. Une jeune fille peut aller pendant, par exemple, 20 ans faire de la psychanalyse pour dire j'ai des petits seins, ça me gêne, et la psychanalyse va lui dire mais vous êtes très bien comme ça, vivez dans votre peau, il faut rester en forme dans votre peau telle qu'elle est. Et un jour, cette jeune fille décide de se faire opérer, et puis voilà, en 15 jours, ces complexes disparaissent et elle a gagné en assurance. On le sait parce qu'il y a des études qui ont été faites, des études psychologiques sur les avant-après, et il y a presque 95% des patients qui ont été opérés avec succès qui nous disent que la première chose qu'ils ont regagnée, c'est une assurance dans la vie quotidienne. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez choisi ce domaine de spécialisation, parce que c'est en prise avec la psychologie? Est-ce que la chirurgie esthétique est peut-être la médecine la plus proche de la psychologie? C'est vrai, bien sûr, c'est une grande partie vrai ce que vous dites, mais j'ai commencé aussi par faire de la chirurgie de la main, de la microchirurgie, donc la chirurgie très sophistiquée, très minutieuse, et il y a dans la chirurgie esthétique une part de réparation, de minutie à l'écoute du patient que l'on ne trouve dans aucune autre discipline. Et cela explique pourquoi, d'ailleurs, quand un jeune chirurgien veut choisir sa carrière, ceux qui sont les plus brillants, les plus talentueux, eh bien, ils vont aller vers la chirurgie esthétique, et pas pour de l'argent, comme on le pense, parce que maintenant, nous sommes tous presque à égalité, je dirais, au niveau des rémunérations. Et puis, il y a une grande partie de la sécurité sociale qui va prendre en charge des opérations esthétiques réparatrices, en quelque sorte, comme les gros seins qui tombent, ou bien comme des malformations du nez avec des déviations de la cloison. Donc, il y a une partie qui est prise en charge. Donc, c'est pas l'argent qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est le fait que, vraiment, les patients sont en demande d'une réparation d'un complexe qui les embête au quotidien.
quotidien. Alors pour les étudiants, les étudiantes qui nous écoutent, est-ce que c'est un métier que vous conseilleriez pour l'avenir? Oui, c'est un métier que je trouve formidable pour deux raisons. La première, il y a une certaine part artistique, donc il faut encore inventer. Tous les jours, il y a des nouvelles inventions dans notre domaine, ce n'est pas un domaine figé. Et puis, d'autre part, c'est une chirurgie qui est au contact de patients pour lequel on pourra avoir à la fois un large sourire quand c'est réussi, c'est une récompense pour nous formidable. Et puis quand il y a un raté, il faut savoir aussi le récupérer. Et c'est là où la formation en chirurgie réparatrice est importante. Quand on a réparé des plaies du visage, des fractures du visage, on doit être à même aussi de réparer les petits défauts qui peuvent subsister après une opération. Alors vous parlez de raté, est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez écrit ce livre Chirurgie esthétique pour ou contre, qui est paru aux éditions Flammarion? Est-ce que dans ce livre, vous vous posez la question de savoir si il y a des risques et qui ne seraient pas justifiés pour certaines opérations, par exemple? Vous avez tout à fait raison. Ce livre que j'ai fait, il a été motivé par le fait que ce qui était le plus populaire dans les médias, ça a été les ratés. Si on tape les ratés en chirurgie esthétique ou les stars ratées, il y a des millions et des millions de vues, alors qu'il y a très peu de vues sur les réussites. Et donc, ce thème du raté en chirurgie esthétique est quelque chose qui est très présent dans les médias. Et d'ailleurs, c'est un des arguments qui a poussé beaucoup de philosophes et de psychologues de dire finalement c'est pas la peine de se faire opérer parce qu'on prend des risques. Et je voulais approfondir cela et bien expliquer que oui, il y aura toujours des risques parce que nous ne sommes pas des robots, il peut y avoir des aléas de la cicatrisation, donc il y a toujours une part d'incertitude quand on fait ou quand on va subir une opération de chirurgie esthétique, mais à condition de s'adresser à un chirurgien responsable, au bout du compte, il doit vous emmener à la bonne destination et pas vous laisser en panne. Alors là, vous parlez de chirurgien responsable, vous m'amenez directement à cette question sur le chirurgien, sur le métier même de chirurgien. Quelles sont les qualités essentielles d'un bon chirurgien esthétique? Il y en a 3 essentielles. D'abord, il faut avoir une très bonne main. On doit être un chirurgien habile. Presque un artiste. Presque, mais surtout techniquement très, très habile. La deuxième, fondamentale, c'est d'être à l'écoute du patient. C'est-à-dire que nous ne sommes pas maîtres du corps de l'autre ou de son visage. On ne doit pas lui dire « je vous conseille ça, vous allez faire ci, vous allez faire cela ». C'est le patient qui décide. Par exemple, si une patiente vient avec un grand nez à ma consultation, c'est pas forcément ça qu'elle vient demander, parce que si ça se trouve, elle va me demander que c'est son ventre qui l'ennuie ou bien ses seins. Donc il n'y a pas pour nous de projection. Et la troisième qualité fondamentale, c'est de répondre à l'appel, à l'urgence, à la complication, de ne pas disparaître après l'opération, donc d'être joignable. Et ça, c'est un des fondements du médecin. Primum non nocere, nous ne devons pas nuire à notre patient et en tout cas l'accompagner en cas de problème. Alors le patient, justement, est-ce qu'il ne faut pas aussi que le chirurgien ait un lien particulier avec la patiente? Est-ce qu'un bon chirurgien qui n'aurait pas un lien de confiance avec la patiente ou que la patiente ne ressente pas cette confiance envers son chirurgien empêcherait peut-être une opération entre... Léa, vous soulevez un des problèmes les plus prégnants de notre société, c'est que maintenant les patients passent par Internet, oui. Et donc ils connaissent un peu leur chirurgien au travers de ces publications, alors que nous, quand nous voyons le patient arriver, nous ne le connaissons pas et nous devons le découvrir. Et donc c'est dans ce rapport humain que se fonde en quelque sorte ce contrat moral entre le patient et nous, et il faut faire preuve pour nous d'une très grande humilité, encore une fois, d'écouter le patient, et c'est sa confiance qui va nous honorer. Alors, quand on est patient et que, en tout cas pas encore patient, et que on a dans l'idée cette chirurgie esthétique, comment faire pour prendre cette décision? Est-ce que le premier conseil que vous donnez à telle ou telle personne qui se pose la question de l'importance, de l'utilité d'une opération, c'est d'aller consulter, ou bien c'est d'attendre quelque chose de particulier, un événement, un déclic, par exemple? Alors, le déclic peut se produire, mais nous, notre rôle, c'est de savoir dire non. Il m'arrive encore très fréquemment de recevoir des patientes que j'ai vues il y a 10-15 ans, qui viennent me voir en disant, docteur, je reviens vous voir parce qu'il y a 10 ans, vous avez refusé de m'opérer. Ah. Mais là, maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Et je suis très content que cette fidélité se manifeste parce que j'ai su dire non. Le chirurgien esthétique n'est pas quelqu'un qui est commis d'office. On n'a pas à prendre notre bistouri à tous les cas. Il faut évaluer ce qu'on appelle le bénéfice-risque
pour chacun des patients que nous voyons, et cela est très variable, non seulement en fonction de sa psychologie, de ce que nous voyons comme déformation ou comme plainte ou complexe, mais aussi beaucoup d'autres facteurs qui sont familiaux, qui sont est-ce que c'est le bon moment pour vous faire opérer? Est-ce que, alors que vous n'avez pas de travail, que vous êtes au chômage, est-ce que c'est le bon moment de vous arrêter pendant 10, 15 jours, 3 semaines si vous faites une plastie abdominale, par exemple? Et puis il y a des risques. Donc pour certains patients, il faut que nous sachions dire non, et ça c'est fondamental. Donnez-nous un exemple où vous avez dit non et où vous avez décidé donc de ne pas pratiquer cette opération. Quelles seraient des raisons valables? Eh bien voilà, il y a encore quelques jours à ma consultation, est arrivée une dame qui avait 60 ans et qui était venue me voir il y a 20 ans pour que je lui fasse une opération de ses seins. Elle voulait les diminuer. Moi je lui ai expliqué qu'elle avait des seins tout à fait agréables pour son âge, qui n'étaient pas inesthétiques et que cela ne valait pas la peine de mettre des cicatrices sur une telle poitrine. Et finalement, elle était très contente. Elle a fait deux enfants, elle les a allaités et elle est revenue me voir. Elle m'a dit, je reviens vous voir parce que vous m'avez refusé d'opérer les seins et finalement maintenant mes seins sont très bien. Mais que pensez-vous de mon visage? Et c'est vrai qu'elle avait un petit peu vieilli. Et là, par contre, c'est difficile. Voilà. Il faut être psychologue pour répondre à ce type de questions. Et donc, je pense que je vais envisager chez elle une opération de rajeunissement du visage. Alors, en ce qui concerne les actes opératoires, si je vous pose cette question qui me paraît peut-être un peu ardue, mais parmi tous les actes de chirurgie esthétique, est-ce qu'il y en a un qui fonctionne mieux que les autres? Est-ce qu'il y a un domaine de la chirurgie esthétique qui est très efficace? Il y en a actuellement deux que les auditeurs doivent connaître. Il y a d'une part l'augmentation mammaire qui reste une opération extrêmement valorisante, c'est-à-dire quand une jeune fille, une femme n'a pas de poitrine et qu'on lui implante des prothèses, eh bien cela change positivement sa vie, surtout que c'est une opération qui est réversible avec peu de cicatrices et les implants que l'on utilise actuellement sont extrêmement fiables, au moins à 15 ans. Donc c'est une opération valorisante. Et le deuxième progrès, c'est quelque chose qui est technique dans notre domaine, c'est le lipofilling. Cela consiste à prendre la graisse de la patiente pour la mettre ailleurs de son corps, si elle en a trop, par exemple au niveau de la culotte de cheval ou au niveau des genoux. Donc on peut réexploiter en quelque sorte ce qu'il y a en trop au niveau du massif graisseux que les patients présentent pour s'en servir pour la patiente elle-même. On peut pas la stocker au frigo, mais on peut la redistribuer au cours d'une opération. Et cette méthode, par exemple, elle est beaucoup aussi utilisée pour les reconstructions du sein après cancer, où actuellement, quand on fait des tumorectomies, donc on diminue le volume d'un sein qui a été cancéreux, la patiente peut se plaindre d'avoir une asymétrie résiduelle. Quoi de plus simple et de plus logique que d'utiliser sa propre graisse au lieu de mettre en place une prothèse, par exemple. Ça, c'est une technique nouvelle ou bien? C'est une technique qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années, qui a d'abord été validée dans les reconstructions du sein après cancer, mais maintenant on s'en sert, par exemple, chez une jeune fille qui n'a pas de poitrine mais qui a une culotte de cheval, eh bien on va lui mettre en place sa propre graisse en prélevant la graisse, en la filtrant, en créant des sortes de spaghettis faits de petites cellules graisseuses comme des graines de couscous, et on va les mettre en place. Avec un petit bémol, c'est que toute la graisse que l'on implante de la patiente, toute la graisse ne va pas prendre. En général, il y a 30 à 40% qui survit, et peut-être faudra-t-il s'y reprendre à 2 fois pour avoir le résultat idéal. Par exemple, pour passer d'un bonnet A à un grand B, au niveau du volume de la poitrine. Mais c'est une technique formidable, parce que c'est une technique écologique, si j'ose dire. C'est de distribuer à la patiente ses excédents qu'elle n'aime pas à un endroit pour les mettre ailleurs, là où ils peuvent être utiles. Ça s'utilise aussi beaucoup, par exemple, au niveau des pommettes, ou bien ça s'utilise beaucoup aussi au niveau du dos de la main. Quand le dos de la main vieillit chez une dame qui a eu un lifting, le dos de la main peut trahir en quelque sorte, la peau devient fine, on voit les veines. Trahir l'âge. Voilà, et donc on peut utiliser la graisse de la patiente pour en quelque sorte beurrer la face profonde de la peau pour lui donner un peu plus d'épaisseur, ou le décolleté. Oui. Même technique. Mais là, ce n'est pas une évolution, ce n'est pas un progrès dans la technologie, c'est un progrès dans un art ou dans une façon d'opérer. Mais est-ce que la haute technologie dans le domaine des machines, etc., est-ce que ça, c'est très valable en chirurgie esthétique, ou bien c'est toujours l'acte, on est toujours avec un acte finalement manuel? Alors, la robotisation de la chirurgie esthétique a été tentée, notamment en matière du lifting frontal. On le fait parfois, on le faisait sous endoscopie, mais finalement, rien ne vaut les mains du chirurgien pour la chirurgie esthétique parce que c'est un acte de sculpteur. Par contre, en médecine esthétique, le marché est colossal en matière d'ultrasons, de lumière pulsée, de machines laser. D'ailleurs, les Israéliens sont très très forts en matière de fabrication de machines à laser
qui permettent de traiter la surface, voire la profondeur. Mais il faut bien dire que tous ces traitements qui sont liés à la médecine esthétique, ces traitements physiques, eh bien, font appel à des machines qui sont fort chères, les séances sont très chères, et parfois un acte chirurgical va beaucoup plus vite en une seule opération. Par exemple, on peut enlever la graisse qui est excédentaire par une liposuction, alors que si on va utiliser l'ultrafréquence ou d'autres méthodes de destruction de la graisse par voie extérieure, il faudra 10, 15 séances. Donc c'est un choix, chacun a le droit de choisir s'il veut un traitement prolongé, lent et coûteux, ou un traitement efficace, rapide et qui se fait en une seule séance. Restez avec nous, docteur. On se retrouve dans un instant. Je rappelle que nous sommes en compagnie du docteur Vladimir Mitz, qui est chirurgien plastique, esthétique et reconstructeur, auteur du livre Chirurgie esthétique pour ou contre, paru aux éditions Flammarion. On se retrouve en compagnie du docteur Vladimir Mitz pour parler de chirurgie esthétique. Docteur, juste avant la pause, vous avez parlé de la médecine esthétique. Alors, est-ce qu'on va pouvoir dire plutôt médecine esthétique concurrente à la chirurgie esthétique ou complémentaire à la chirurgie esthétique? Alors, la médecine esthétique a fait un bond technologique fulgurant, et surtout avec 3 systèmes de traitement qui ont été révolutionnaires. Il y a eu d'abord le Botox, qui calme l'hypercontractilité des muscles. Ensuite, il y a eu la mise au point des fillers, c'est-à-dire des produits de remplissage comme l'acide hyaluronique, qui est un produit naturel et que l'on peut mettre en place dans toutes les fentes, les fissures au niveau du visage ou du corps. Et ensuite, les machines notamment les lasers et les systèmes à ultrafréquence, ou les photons, qui permettent de brûler en surface la peau et donc de la rajeunir un peu. Mais je dois dire que l'effet de toutes ces machines et de tous ces lasers, bien qu'efficace, peut être aussi source de complications. Et donc la médecine esthétique, qui au début était très indépendante, faite par des médecins qui tout doucement se sont spécialisés, a été aussi utilisée par les chirurgiens, parce que nous, chirurgiens, les patients nous demandent de compléter en quelque sorte un traitement de la profondeur par des traitements que nous faisons en surface. Et donc beaucoup de chirurgiens se sont mis aussi à injecter du Botox et à utiliser les fillers. C'est mon cas. Je pense que cela nous permet d'avoir une activité plus complète de chirurgien esthétique et de médecine esthétique au service du patient pour lui éviter d'aller à gauche ou à droite. Mais en matière de rajeunissement, parce que c'est bien souvent ce que les femmes demandent, je parle des femmes et j'imagine qu'il y a les hommes aussi, mais en matière de rajeunissement, est-ce que la médecine esthétique ne suffit pas finalement? Alors la médecine esthétique au niveau du rajeunissement est une demande financièrement colossale. D'ailleurs, la bataille pour le rajeunissement, c'est certainement la bataille des 20 années qui arrivent. Et la médecine esthétique arrive à rajeunir en apparence, un peu en surface. C'est un traitement un peu comme si vous nettoyez votre tapis ou votre moquette. Mais si vous avez des problèmes de fissures au niveau des planches de bois de votre plancher, cela ne sera qu'un petit masque. Il faudra bien faire une activité plus importante. Et nous, chirurgiens, donc, nous avons mis au point aussi des opérations, par exemple le micro-lifting, qui était une opération de lifting très léger qu'on fait même chez des patientes très jeunes qui commencent à avoir un vieillissement prématuré et qui, en une seule séance chirurgicale, sous anesthésie légère, en ambulatoire, permet un rajeunissement d'une dizaine d'années au prix de cicatrices qui sont modérées et de suites simples. Cela s'oppose au grand lifting que l'on faisait autrefois. Donc nous avons dû, à cause de la demande des patients, inventer des nouvelles techniques qui s'adaptent à ces demandes qui sont très diverses et que l'on peut qualifier non pas de folie, mais d'un désir profond de chacun, parce que tous, quand on se réveille le matin, on s'examine et on voit les petits signes de vieillissement qui sont tellement irritants. Mais comment faites-vous pour gérer les attentes de ces patients? Parce que bien souvent, les patients attendent beaucoup d'une opération qui ne pourra peut-être pas les satisfaire. Eh bien, oui, pour nous, on a 2 risques chez les patients. Il y a d'une part les patients qu'on appelle les dysmorphophobes. Ce sont des patients qui, en fait, ne seront jamais contents du résultat et qui voient dans la succession d'opérations une espèce de culte de leur personnalité et ils vont petit à petit, comme ça, se transformer et devenir même hideux. Oui. Ça a été le cas, par exemple, d'un jeune homme qui s'appelle Ken, le Ken français, qui était un jeune homme qui s'est fait faire de multiples opérations pour finalement se suicider. On ne sait pas trop si c'était par chagrin d'amour ou par désillusion, mais c'est quelque chose qui est
très tragique de cette dysmorphophobie, nous devons la reconnaître. Le deuxième risque pour nous, c'est le patient qui est paranoïaque. C'est-à-dire, il y a des patients qui sont pervers et qui peuvent, à l'occasion d'une petite insatisfaction post-opératoire, devenir très agressifs, violents. Et on pense qu'il y a tous les ans ou tous les 2 ans un chirurgien esthétique qui est tué par un patient insatisfait. Oh. Nous vivons donc actuellement une drôle de période. Ouais. Et c'est un métier avec des risques, des petits risques, mais des risques quand même. Et donc, nous devons évaluer en quelque sorte la personnalité des patients. La question qui est posée, pourquoi vous travaillez pas avec un psychologue ? Parce que ça nous permettrait de mieux cerner peut-être qui est l'autre. Je dois dire que c'est compliqué parce que les patients, quand ils viennent consulter un chirurgien, ils n'ont pas envie qu'on les fasse passer dans le bureau d'à côté pour voir une psychologue en plus. Ils le trouvent que c'est un peu humiliant pour eux. Et finalement, c'est à nous, c'est dans notre formation. On l'apprend pas à la faculté, mais on l'apprend au cours de notre travail de chirurgien. C'est à nous de savoir dépister ces patients et c'est pas toujours facile. Oui, ce n'est pas facile parce que on a peut-être une idée fausse de qui on est. On ne se voit pas dans le miroir comme l'on est. Et est-ce que vous avez aujourd'hui des techniques, je pense notamment à l'informatique ou aux ordinateurs, où vous avez la possibilité de montrer le résultat possible? Oui, c'est une technique que j'utilise et que tous les chirurgiens esthétiques actuellement utilisent depuis une vingtaine d'années. On appelle ça le morphing. Oui. C'est-à-dire comme par exemple quand un patient vient pour son nez ou son profil, ou même parfois pour sa silhouette, on utilise des prises de vue, même on peut les faire en 3D, mais c'est pas essentiel, et on peut modifier, opérer en quelque sorte par ordinateur, et on imprime ces photos avant-après, et les patients peuvent à ce moment-là réfléchir et nous faire les critiques du projet que nous faisons. Alors j'ai une autre astuce personnelle, c'est que je fais quand même des grandes photos en noir et blanc. Ces photos en noir et blanc, j'en fais des photocopies, je donne les photocopies à la patiente, je montre sur ces photocopies quel est le projet que j'ai, mais la patiente peut elle-même dessiner sur ces photocopies, parce qu'elle n'a pas forcément un logiciel de morphing, et elle peut corriger en quelque sorte ce que j'ai dessiné. Cela est très important parce que on devient à ce moment-là dans un système interactif avec la patiente pour le choix d'une opération. Alors tout à l'heure, vous nous avez parlé des risques. Il y a toujours un niveau de risque, mais dans toute opération. Mais parlons peut-être aussi de ce qui peut freiner l'envie d'aller pratiquer une opération chirurgicale, c'est la douleur. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, est-ce qu'on arrive à gérer davantage la douleur? Est-ce qu'on a moins mal aujourd'hui? Oui, il y a de même ce qu'on appelle la loi antidouleur, qui a été faite par Kouchner, qui impose notamment à l'anesthésiste de bien connaître les déroulés de l'opération et de prescrire des médicaments antalgiques, parfois très puissants. Mais ils sont si puissants que moi, parfois, je dis à mes patientes, écoutez, prenez juste un petit peu de paracétamol avant de passer à ces médicaments qui sont trop puissants et qui endorment. Le problème des douleurs, il vient surtout aussi de la brutalité de l'acte. Si un chirurgien est doux et s'il manipule les tissus avec une très grande gentillesse, en fait, il y a assez peu de douleurs résiduelles et ces douleurs, en général, s'amendent après le 8e jour. Peut-être l'opération pour vos auditrices qui mérite d'être souligné au niveau de ces suites, c'est ce qu'on appelle la plastie abdominale avec cure de diastasis. Je vais expliquer un petit peu ce que c'est. Quand une femme a eu 2, 3, 4 enfants, parfois un seul enfant, son ventre peut être abîmé, la peau peut être excédentaire ou vergeturée, et puis surtout les muscles que l'on appelle les muscles grand droits peuvent être écartés comme les barreaux d'une prison. L'enfant poussant ses muscles à s'écarter. Et donc quand l'enfant est né, les muscles restent écartés et cela laisse un gros ventre. Et donc nous, au cours de l'opération de la plastie abdominale, non seulement on enlève l'excédent de peau, avec une cicatrice qui est cachée dans le slip, mais on doit aussi resserrer les muscles. Et c'est le fait de resserrer les muscles qui reste douloureux pendant une semaine. Avec un autre petit risque que ces patients doivent connaître, c'est le risque de phlébite et d'embolie, parce que comme on comprime le ventre, les veines qui vont des pieds au cœur sont un peu freinées, sont un peu écrasées, et donc il faut donner des médicaments anticoagulants pour prévenir ce risque de phlébite et d'embolie. Donc cette chirurgie, notamment cette chirurgie de la silhouette, qui devient très fréquente, aussi après les amaigrissements massifs que l'on connaît, puisque l'obésité se traite parfois par des opérations bariatriques, et donc des patientes qui perdent 20, 30, 40, 50 kilos, nous devenons comme des tailleurs, nous devons petit à petit réajuster les excédents cutanés, mais quand on agit sur les muscles en profondeur, c'est douloureux et on doit le traiter. Alors tailleur pour dames en général, mais est-ce que les hommes aussi? Hommes aussi, mais pour hommes, il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont... La proportion parmi vos patients? Actuellement, elle est de 15%. Et elle ne cesse d'augmenter. Si par exemple les hommes se font beaucoup opérer au niveau des paupières, d'un excédent de peau ou de poche sous les yeux, ils se font opérer d'un cou qui est trop gras et ils se font opérer d'un bedon qui apparaît vers la cinquantaine. Donc ils attrapent des hanches, de la graisse au niveau du ventre qu'il faut enlever.
Alors, en ce qui concerne l'anesthésie, bien sûr, il y a de moins en moins de risques aujourd'hui. On est bien surveillé. Oui, l'anesthésie a fait des progrès énormes. Elle est devenue légère, les suites sont simples, autorisant les patients le plus souvent à sortir le même jour. Donc ça, c'est un très grand confort. Alors, la première consultation, toujours avant cette prise de décision, puisque on est là pour se poser des questions, à quel moment passer le pas. Cette première consultation, elle consiste en quoi finalement? C'est d'abord une reconnaissance mutuelle entre le patient et son chirurgien, l'établissement de ce qui ne va pas, des anomalies, et puis une information très importante qu'on doit donner sur les risques, les complications, le forfait, c'est-à-dire expliquer l'argent, puisqu'il y a une question d'argent, parfois avec ou non prise en charge par la sécurité sociale, qui peut n'être que partielle. La seule chose qui fait réfléchir, me disait mon maître Raymond Villain à l'hôpital Boucicaut, c'est quand on a à payer, on réfléchit. Et c'est vrai que pour ces opérations, le fait d'avoir à payer une certaine somme est aussi un élément déterminant pour que les patients y réfléchissent à 2 fois avant de se lancer. Et donc, c'est peut-être cynique de le dire, mais avoir à payer, ça oblige à bien réfléchir avant. Alors, on a parlé très rapidement de l'aspect psychologique. Est-ce qu'il y a des séquelles aussi peut-être au niveau psychologique? Il peut y avoir, je veux dire, des séquelles au niveau psychologique après une opération. Oui, parfois, il y a un élément qui est très curieux qui se produit. On fait une opération que l'on estime excellente avec un très bon résultat. La patiente est très insatisfaite et si on va un peu plus loin, c'est parce qu'elle a eu un événement traumatisant dans sa vie et cet événement traumatisant, ça peut être un deuil, ça peut être une fâcherie, ça peut être un mari qui vous quitte, eh bien, elle aura tendance à accuser l'opération d'être responsable de cet événement défavorable. Et c'est très difficile pour nous de lui démontrer le contraire. Et à l'inverse, est-ce que vous avez vu des patientes encore plus satisfaites de ce à quoi elles s'attendaient? Oui, cela nous arrive surtout dans la chirurgie de rajeunissement, avec un point très particulier, la condition essentielle, ça doit rester naturel. Personne, même la meilleure amie, ne doit être ni voir, ni être au courant, mais simplement quand elle vous dit « Ah, tu as bonne mine en ce moment », ça, c'est une source formidable de plaisir. C'est la réussite. C'est la réussite. Merci, docteur. Je rappelle que nous étions en compagnie de docteur Vladimir Mitz, qui est l'auteur de Chirurgie esthétique pour ou contre, paru aux éditions Flammarion. Il est chirurgien plastique, esthétique et reconstructeur. À très bientôt. À très bientôt. C'est nouveau, ça m'intéresse. Léa Moscona.